Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Je m'appelle Manon Julien, je suis directrice adjointe dans un CPE depuis 24 ans, le Petit Monde de Calimero, qui est aussi un CPE BC. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je suis l'animatrice de ce podcast présenté par Entrepreneurs pour l'enfance. Donc, Entrepreneurs pour l'enfance, c'est un programme novateur qui vise à stimuler la création des nouveaux services de garde en milieu familial subventionnés dans le Haut-Richelieu. Aujourd'hui, comme premier épisode, j'ai le bonheur de rencontrer Marie-Josée Boivin, directrice générale du CPE-BC, le Joie de vivre, depuis 24 ans. Tu es dans le domaine, Marie-Josée? Oui. Et nous recevons aussi Bruno Magnan, coordonnateur chez NextDev Développement économique du Haut-Richelieu. Bonjour. Bien contente de vous rencontrer ce matin. On va démystifier un peu ce que c'est un milieu familial. Hein? On entend parler de ça souvent, on entend parler de garderie à la maison, mais on va mettre la table pour bien connaître ce que c'est. Donc, en fait, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous passionne un peu dans ce projet-là. En fait, toi, Marie-Josée, dans la petite enfance, et toi, Bruno, dans cette aventure avec Entrepreneurs pour l'enfance. Qu'est-ce qui vous anime? Bien, à la base, là, quand j'ai commencé à travailler au CPE Joie de vivre, c'était de contribuer au développement de la société de demain. De voir des enfants évoluer, de collaborer à ce développement-là, contribue à notre collectivité. Donc, c'est ce qui me motivait il y a 24 ans de ça. Tu as commencé comme quoi? T'étais-tu éducatrice? Non, j'étais technicienne aux ressources humaines à l'époque, quand j'ai été embauchée à Joie de vivre. Super. Tu as gradué au fil du temps. Un an après, je suis devenue directrice générale. Donc, au début, on avait 2 installations. On en a eu une 3e. En 2017, on en a eu une 4e. Puis, entre ça, en 2006, bien, est venue l'avenue des bureaux coordonnateurs. On avait déjà quelques milieux familiaux. Chaque CPE avait quelques milieux familiaux à l'époque. Et en 2006, ont été découpés des territoires. Donc, il y a eu un appel d'offres pour les gens qui voulaient soumettre leur candidature pour devenir bureau coordonnateur. Et on est devenu bureau coordonnateur avec le Petit Monde de Calimero dans la région du Haut-Richelieu. Nous sommes 2 BC dans le Haut-Richelieu, je tiens à le préciser. Donc, on couvre un très grand territoire avec nos 2 BC. Hein, donc. Oui, c'est pour ça qu'il y en a 2, entre autres. Exactement, oui. Et toi, Bruno, qu'est-ce qui t'anime un peu dans tout ça? La petite enfance, ça te parle? Oui, bien évidemment, quand on pense développement économique, on se demande c'est quoi le rapport? Hein? Mais développement économique, c'est pas seulement d'industriel, puis le monde de l'industrie lourde, c'est également des projets qui touchent la collectivité. Donc, on pourra en parler tout à l'heure, mais évidemment, il y avait un besoin issu du milieu. Puis c'est dans ces situations-là que je peux être utile, puis m'investir là avec NextDev. Puis écoute, c'est tellement important, la petite enfance. Je suis moi-même papa de 2 enfants qui ont passé par les CPE également. J'ai déjà siégé sur un conseil d'administration à cette époque-là aussi. C'est tellement une profession, ça prend des gens dédiés à faire ça. Oui. Puis on n'en parle pas assez. On ne parle pas suffisamment de la profession. Il n'y a pas assez de reconnaissance, il n'y a pas assez de reconnaissance. Donc, quand on a discuté de faire un projet comme ça, oui, il y avait l'aspect utilitaire, quand je pensais purement main-d'œuvre, mais le côté entrepreneuriat féminin aussi, reconnaissance de cette profession-là. Souvent qu'on n'utilise même pas les bons mots. Hein, les gardiennes. Non, c'est pas des gardiennes. Oui, on l'entend avec les autres. C'est des entrepreneurs en milieu familial. Donc, d'où le nom, hein, Entrepreneurs pour l'enfance. Donc, c'est un beau mélange de toutes ces raisons-là, mais je suis très, très fier aujourd'hui, là, quelques années. 4 ans, oui. 4 ans. Hein? Ça a débuté. Nos premiers balbutiements étaient il y a 4 ans. Seulement, mettons, 2 ans plus tard, de programmes qui fonctionnent à merveille. Donc, c'est une réussite partagée collectivement. Donc, est-ce que c'est un programme qui est gouvernemental avec lequel ministère, en fait, que ça descend, tout ça? Oui, bien, les gens pourraient penser, ça doit être le ministère de la Famille, mais la réponse est non. Le ministère de la Famille a déjà son programme d'aide financière. D'incitatif au démarrage, oui. C'est un 3 500 $ qui est offert. Déjà excellent. Oui. Mais on se dit que ça peut représenter un défi, un enjeu pour une maman qui dit je veux me partir, mais je vais devoir faire des modifications à mon entrée, mon sol, l'achat de jouets. Bon, on peut imaginer toutes les dépenses qui viennent avec le projet. 3 500, c'est très bien. On se dit que la région peut allonger un montant supplémentaire pour que ce soit
j'allais dire en anglais un no-brainer, mais que ça soit pas un empêchement. Que ce soit un facilitateur. Merci. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à penser. Hein. Quand on ouvre un milieu, il y a le matériel édicatif, mais tout ce qui est... Acheter les matelas, les draps, tout ce que ça prend pour le quotidien. Ça va vite. Oui. Et avec les coûts de la vie qui augmentent, Absolument. Donc, au niveau des bailleurs de fonds, là, je vais les nommer comme ça, mais la MRC du Haut-Chayeux, donc, c'est quand même, c'est gouvernemental, c'est municipal. Desjardins, qui n'est pas gouvernemental, mais quand même, ils ont plusieurs projets collectifs, là, déjà. Et nos élus locaux, quand même, je tiens à le mentionner, Louis Lemieux, on a Audrey Bogmans et Carole Manette. Donc, c'est l'ensemble de ces partenaires financiers-là qui sont pas... Donc, c'est pas une subvention du gouvernement. Sinon, toutes les régions auraient reçu la même subvention. C'est vraiment un effort de notre milieu qui a permis d'aller chercher ces précieux... Fait qu'on peut constater que la petite enfance, c'est l'affaire de tous. C'est comme ça que je pourrais le définir. Hein? Absolument. Tout le monde est interpellé par ça. Puis si on veut faire rouler l'économie, il faut que les parents puissent aller travailler. Donc, ça prend des milieux pour nos petits cocos. Hein? Fait que super. Donc, j'ai envie de vous poser la première question. Ça va être réparti en quelques sections, notre belle entrevue. Mais la première question, c'est pour ceux qui connaissent un peu moins les CPE, ben pas les CPE, les milieux familiales. Comment on peut définir c'est quoi un milieu de garde en milieu familial? Un service de garde en milieu familial. Exactement. Un service de garde en milieu familial, à la base, quand ça a été créé, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des milieux privés d'avoir, les gens avaient des garderies à l'époque qu'on appelait dans leurs maisons privées. C'était pas nécessairement géré. Il pouvait avoir 12 enfants, puis toute la dame accueillait tout le voisinage, en plus de les accueillir à l'heure du dîner parce que les enfants venaient dîner à la maison. Mais en 97, avec l'avenue des centres de la petite enfance créée par Pauline Marois, là, il y a eu de la réglementation. À ce moment-là, on a déterminé qu'un service de garde en milieu familial, c'est un service de garde qui était offert dans une résidence privée. C'était vraiment une exigence. Il pouvait y avoir des services de garde à 6 places ou à 9. Si c'était un service de garde à 9 places, à ce moment-là, ça prenait un assistant ou une assistante. Et ça a été pendant plusieurs années comme ça. Et il y a 2 ou 3 ans, le gouvernement a décidé de mettre en place un service de garde en milieu familial en communauté. C'est-à-dire qu'on on peut maintenant ouvrir un service de garde en milieu familial, mais pas dans une résidence privée. Ça peut être dans un local qui est adjacent à une entreprise pour faciliter l'entrepreneur à recruter des employés, puisqu'il y a un service de garde sur place. Ça peut être avec un organisme quelconque, avec un organisme communautaire aussi. Donc, oui, il y a des exigences au niveau du local, mais c'est plus nécessairement dans une résidence privée. Qui est-ce qui travaille ou qui est-ce qui a un milieu familial? Pour nous, c'est des travailleurs autonomes, donc c'est des gens qui sont subventionnés. Ce ne sont pas des employés. Donc, ils ont multiples responsabilités. C'est sûr que quand on compare avec une éducatrice en installation, qui, elle a un volet pédagogique, elle a un volet, interaction avec les parents, mais c'est pas elle qui fait le ménage, c'est pas elle qui fait la cuisine, c'est pas elle qui fait signer les contrats avec les parents. C'est pas elle, quand que le parent ne paye pas, qui fait les suivis, alors qu'une responsable de service de garde en milieu familial doit avoir multiples tentacules. Donc, elle doit faire de la comptabilité, elle doit faire de l'administration, elle doit faire de la désinfection, elle doit faire le médecin, elle doit faire la nourriture, elle doit faire de la pédagogie. Il faut qu'elle rassure les parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Donc, c'est vraiment très, très, très large comme mandat. En plus que c'est un entrepreneur, elle gère une entreprise. C'est pas, on est porté à penser, c'est une garderie, mais elle gère une entreprise. Là, elle est entrepreneur à part entière. Je pense que de l'amener comme ça aussi, qu'elle est entrepreneur, je pense que ça rehausse un peu la posture professionnelle, tu sais, de dire, je suis ça l'aide à la reconnaissance. Exactement. Donc, je trouve ça super. Donc, Bruno, toi, par rapport à ça, t'aurais-tu quelque chose à ajouter au niveau de toi, qu'est-ce que tu connais? Ou que tu connaissais. Là, tu dois en connaître un peu plus maintenant, mais au début, pour toi, c'était quoi un service de garde en milieu familial? Bien, tu fais cocasse. Même quand j'étais plus jeune, Président Marie-Josée parlait de... qu'on voyait ça, une maman qui reçoit tout le monde. Quand j'étais très, très jeune, ma maman, elle faisait ça. OK. Donc, c'était chez nous, c'était comme le point de rencontre là, des autres enfants du quartier qui venaient. Elle a fait ça quelques années, puis maintenant, elle est directrice d'une résidence. Là. On voit on est passé à un autre... Oui, parti comme ça. Puis bon, ça l'a mené très, très loin, parcours de vie.
Mais j'ai connu ça, mais de l'autre côté, hein, j'étais pas l'entrepreneur, hein, j'étais le petit enfant qui était juste content de voir d'autres enfants dans un milieu complètement différent. Tu sais, des fois, on peut avoir l'impression que c'est moins bon. Ouais. Un milieu familial versus un CPE, ça doit être moins encadré, etc. Mais je témoigne tout le contraire. Je pense que j'ai pas mal viré, là, comme on dit. Mais le côté rassembleur aussi. Puis comme c'est souvent, c'est des enfants qui proviennent du même quartier. Donc, chez moi, en tout cas, c'était la maison des amis. Là. À la maison du bonheur, là. Ah, vraiment, vraiment. Moi, j'étais content. Quand ma mère elle a pris la décision de... Je commençais l'école, ma soeur aussi, elle dit, bon, puis là, je vais faire autre chose, mais j'étais déçu un peu de commencer l'école à cause de ça. Là, je parle ces amis-là que j'avais. J'ai du fun, moi, chez nous, là. Oui, oui. C'est souvent la raison pourquoi les gens démarrent un service de garde en milieu familial pour être avec leurs enfants. Parfois, rendu quand les enfants entrent à l'école, ils se disent, là, je vais être là quand ils vont revenir de l'école. Donc, ils continuent. Puis finalement, 25 ans plus tard, ils sont encore responsables de service de garde en milieu familial parce qu'il y a un mode de vie, il y a certains avantages aussi à pouvoir travailler de la maison. On ne se le cachera pas. Oui, parfois, il y en a qui se rendent... Marie-Josée aussi, il y en a qui ouvrent justement parce qu'ils n'ont elles-mêmes pas trouvé de CPE ou service de garde. Donc, elles se disent, tant qu'à rester seule avec mon enfant ou mes 2 enfants, je dois en faire profiter d'autres enfants. Puis en plus, je vais être rémunéré pour le faire. Donc ça, je pense qu'on a vu plusieurs cas comme ça aussi. Pendant la pénurie de main-d'œuvre, pas pendant, elle n'est pas terminée, mais il y a 4 ans environ, là, on avait des appels à tous les jours de parents, surtout de maman, hein, évidemment, qui me disaient, je peux pas retourner travailler, c'est moi qui ai le plus petit salaire, donc je suis pris à la maison, j'ai pas de place pour mes enfants. Puis là, on leur offrait, ça vous intéresserait pas de vous partir à un service de garde en attendant de trouver une place pour vos enfants. Et il y a une dame qui m'avait dit, je suis ingénieure en aérospatiale, c'est pas ma tasse de thé. Mais il y en a une qui nous avait dit, oui, je suis intéressée, mais ça s'est pas concrétisé, mais elle avait un intérêt. Mais oui, effectivement, c'était rendu que c'est nous qui le proposaient quand les parents nous appelaient pour nous dire je peux pas retourner travailler, j'ai pas de place pour mes enfants. C'est la même chose pour les entreprises. Hein, quand ils appelaient, là, j'ai une situation, j'ai une de mes employées qui peut pas revenir de son congé de maternité parce qu'on ne trouve pas de place. Puis là, j'avais le même discours. Oui, mais vous, comme entreprise, avez-vous déjà pensé ouvrir parce que c'était nouveau, le milieu communautaire. D'ailleurs, c'est le premier jet de ce projet-là. On était complètement dans une autre direction. On disait, OK, on pourrait inciter les entreprises à ouvrir un local sur le lieu de travail. Ça ne s'est pas concrétisé pour différentes raisons. Évidemment, aménager un local, exemple, je prends l'exemple extrême, une usine de production. C'est OK, c'est un parc industriel, c'est pas nécessairement intéressant comme environnement. Ça prend, il y a des critères, ça prend une salle de bain à part qui n'est pas partagée avec les employés. Une entrée indépendante. Donc, on ajoute beaucoup de conditions. Puis au-delà de tout ça, l'entreprise disait oui, mais c'est pas beau tout ça, mais bon, une fois que j'ai pu récupérer mon excellent employé, là, des autres places, je les donne à qui? Tous les parents, j'ai beaucoup de parents dans mon entreprise. Tout le monde s'en va en congé de maternité pour combler. C'est pas ça. Ou des parents m'ont dit, je vais sortir mon enfant de tel milieu, puis là, je vais l'amener au travail. C'est pratique. Mais genre 6 places, ça marche pas. Donc, ça va être inéquitable pour d'autres parents. Donc, finalement, on a passé presque 1 an là, à faire de la promotion, parler à des entreprises. Puis... Mon travail fort. J'ai comme mandat avec Isabelle Brodeur de vouloir redorer, remettre ce projet-là à... En entreprise? Oui. Peut-être que ça dépend du type d'entreprise. Là, je suis convaincu qu'on va... Au Saguenay, ça a fonctionné. Au Saguenay, là, rapidement, quand ce projet-là a été mis sur la table, ils ont développé, je pense, c'est 70 places en milieu familial. C'est quoi les freins actuels? Tu parlais, les modifications de locaux, mais les autres il y avait les modifications de locaux, puis on avait avec une entreprise en Rieville aussi, dans l'entreprise, ça se faisait pas, mais à un coin de rue de là, on aurait pu avoir un local, mais le propriétaire chargeait trop cher de loyer. OK. C'est sûr que la fille qui a un service je dis la fille parce que, c'est majoritairement des femmes, là. La personne qui a un service de garde en milieu familial, chez elle n'a pas de loyer. Non, même à l'inverse, ça peut déduire une partie de son hypothèque sur ses impôts. Et là, la personne voulait charger, je ne me rappelle plus, là, je pense que c'était 1500 ou 2000 par mois.
Elle me dit, la fille, il n'y a pas personne d'intéressé parce que ça lui coûte de l'argent. Oui, certaines avaient un intérêt pour sortir de la maison. Ouais. Il y en a qui auraient fermé leur milieu de garde à la maison pour en ouvrir un en entreprise. Ça leur permettait de faire une coupure de... Quand à 4h30, 5h, bon, ben, c'est fini, je ferme, je ramasse, puis je m'en vais à la maison. Mais les loyers, c'est là qu'il faut faire une sensibilisation. Okay. C'est là que je veux, avec Isabelle Brodeur, la DG de l'autre BC de notre région, travailler sur quelque chose pour sensibiliser que c'est un service qu'on offre aux employeurs pour qu'ils puissent offrir un avantage à leurs employés. Oui. Mais... pour attirer et retenir la main-d'œuvre. Mais il faut qu'il y ait un loyer, intéressant. T'sais. OK. Ouais, oui, il est déductible de leurs impôts, mais elle peut déduire une partie de son hypothèque, ça ne coûte rien. Exactement. OK. Fait qu'un beau projet en cours qui se poursuit. Pourquoi c'est si essentiel en ce moment d'ouvrir des milieux familiaux, dans le Haut-Richelieu du moins? Je parlais un petit peu tout à l'heure. On recevait de chacun de notre côté là, des appels de j'ai pas de place, je peux pas, mon employé ne peut pas revenir à cause de cette situation-là. Mais au-delà de tout ça, on avait les élus me disaient la même chose. Les parents appelaient les élus. Partout. Puis ils disaient, là, je m'inscris sur une liste de CPE, mais rendu à mon tour, mon enfant va commencer la maternelle. C'est un peu la blague qu'on... C'est ce qu'on a pu constater avec la place 05 et tout ça, là. Souvent, quand on appelait, il rentre à l'école, ou c'est ça. Exact. C'était, puis il y avait tout l'aspect pénurie de main-d'œuvre. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un enjeu qu'on parle moins ou qui est peut-être moins prédominant. Mais avant la pandémie, pendant la pandémie, en fait, pendant la pandémie, c'est parce que beaucoup de milieux familiaux ont fermé. Fait que c'est venu accentuer la problématique qu'on connaissait déjà. Donc, c'est parti d'une pénurie de main-d'œuvre, ce projet-là, du moins à mon égard, parce que la main-d'œuvre fait partie du développement économique. Puis, c'est en se créant un comité là, avec les bureaux coordonnateurs. On avait aussi quelqu'un de la ville, quelqu'un s'occupe aussi d'un programme en immigration. Donc, à plusieurs têtes, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler un peu l'ouverture la création de services de garde. Parce que c'est très rapide. Contrairement à ouvrir un CPE, là, pas de chance. On en parle aujourd'hui, on verra dans 10 ans. Administrativement, c'est complexe. Le financement, c'est complexe. Alors qu'un milieu familial, on en parle en 90 jours, une fois que la demande, une fois qu'on a tous les documents avec le gouvernement, là, tu sais, une fois qu'on a tous les documents, nous, on a l'obligation de répondre en dedans de 90 jours. OK. Donc, 3 mois. On vient de créer des places. C'est puissant là, comme outil. Okay. Surtout moi, en situation de pénurie de main-d'œuvre, on s'est dit, des fois, on pense recrutement international ou une agence, peu importe. Mais on s'est dit, il y a un bon bassin de gens qui habitent déjà ici, sur le territoire, qui sont déjà formés, qui sont prêts à travailler, mais la seule raison pour laquelle ils ne travaillent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de place en service de garde. Donc, on s'est dit, un fou d'une poche, on se des prie, infirmières qui venaient de l'international, le conjoint, souvent c'était des femmes, le conjoint n'avait pas de travail, ou l'inverse, un infirmier qui s'en vient, la conjointe n'avait pas de travail. Mais c'est quelque chose qu'on pouvait, qui pouvait leur permettre. Okay. Donc, on s'est donné, je crois, accès à un très grand bassin de travailleuses et travailleurs grâce à ces milieux familiaux-là qui ont été créés. Depuis tantôt, Marie-Josée, tu parles de femmes et tout ça. Par curiosité, est-ce qu'il y a des hommes qui ont ouvert des milieux familiaux dans Nous, notre on en a eu beau Richelieu? 3. On en a eu 3, mais là, on n'en a plus. OK. Ils ont tous fermé. Ah. Oui. Là, présentement, c'est 134 femmes qu'on a comme responsables. OK. Je sais qu'il y en a avec leur conjoint. C'est ça, j'allais dire. Souvent, celles qui ont des places à 9, l'assistant, c'est le conjoint. OK. Là, à ce moment-là, on a quelques hommes, là, mais à titre de responsable, nous, on n'en a aucune. OK. Je pense que ça doit se refléter aussi même en CPE, des éducateurs masculins. Oui, présentement, dans mes 4 installations, j'ai aucun homme. J'en ai déjà eu 2, mais là, j'en ai plus. C'est vrai. J'en ai plus du tout. Je pense que la petite enfance, c'est vraiment une vocation. Puis, je ne sais pas si l'instinct maternel peut faire partie de la profession, mais oui. Pourtant, les hommes ont tant à apporter. Ah, tellement. Les fois qu'on a des éducateurs, là, les enfants, là, on en avait un, il arrivait en moto. Wow. Les enfants, c'était un groupe 4 ans qu'il y avait, les enfants, ils jubilaient. Là. Oui, c'est ça. Il y en a un autre, il faisait de l'électricité avec eux, de la construction, il faisait de la lumière. Ça donne tellement un autre univers. Oui, effectivement. Fait que ça aussi, ça serait un autre défi, c'est de recruter des hommes à l'AEC ou au DEC en petite enfance.
On pourra travailler là-dessus. C'est quoi les réalités locales actuellement? Les défis qui font que, on recrute pas ou qu'il n'y a pas de milieu qui s'ouvre? C'est quoi les enjeux qui fait que c'est si difficile? Local, propre à notre région, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver en logement. C'est ça. On leur recommande fortement d'obtenir l'accord de leur propriétaire pour ouvrir un service de garde dans leur logement, parce que oui, c'est possible. S'il y a un parc à proximité, des fois même il y a des logements qui ont des petits Ils sont pas obligés d'avoir une cour dans ce moment? Non, s'il y a un parc à proximité. Mais peut-être que ça pourrait être un frein. Des réalités locales propres à notre région, là, j'en vois pas comme tel. Mis à part, je pense que ça peut se refléter à la grandeur du Québec, là, qu'un propriétaire va refuser. Oui, puis actuellement, les coûts pour acheter une maison, c'est faramineux. Donc, ça aussi, je pense que ça peut être un ça peut, frein, effectivement. d'ouvrir un milieu. Là. Parce qu'en appartement, oui, ça se fait, mais je pense qu'il y a plus de... Les propriétaires qui vont refuser, peut-être. C'est ça. Parce qu'il y a les voisins aussi. Hein, fait que c'est les mêmes règles partout au Québec. Tu sais que si tu as 6 enfants... ça te prend un minimum de place si tu en as 9. Mais non, on ne voit pas. Est-ce qu'il y a un ratio d'âge? Tu dis on peut avoir 6 enfants. Est-ce que. C'est un maximum de 2 poupons. Okay. 2 enfants de moins de 18 mois. Ça, c'est le maximum si c'est une reconnaissance à 6 places. Une reconnaissance à 9 places, c'est une possibilité de 4 enfants de 18 mois et moins. Et si je ne me trompe pas, les subventions sont différentes. Hein? Oui, il y a un supplément pour chaque poupon. Pour chaque enfant en bas de 18 mois, il y a un supplément à la subvention. Il y a aussi, si un enfant a des besoins particuliers, ça aussi, il y a un supplément d'allocation. Donc, une responsable de service de garde qui a même à 6 places, là, qui n'a pas à payer un assistant, ça a 2 poupons, un enfant a besoin particulier, elle va chercher 70 000, d'après moi, facilement. OK. Qui est à temps plein, là, 5 jours semaine, puis que toute sa clientèle est complète. Là. Tous les avantages. Les déductions possibles. Déductions, là. Parce que, en tout cas, pour les travailleurs autonomes, les déductions que je me souviens ou qu'on voit, c'est en fait le pourcentage du local utilisé. Donc, si c'est ta maison et, exemple, pas mal tout ton sol est sert à ton 50% que tu peux déduire de ton... 50% de ton hypothèque. Hypothèque, taxe municipale scolaire. Téléphone, Internet, chauffage, partie de la voiture probablement, la nourriture, évidemment, tout ce qui est matériel éducatif, c'est déductible. C'est des avantages marginaux immenses quand on y pense. Donc, en dehors du 60 000, donc sur lesquels tu payes très peu d'impôts parce que c'est travail autonome, les déductions qu'on vient de parler. Donc, ça peut, c'est beaucoup, parce que des fois, on entend, c'est pas payant, mais ça peut être très payant. Quand tu fais l'ensemble du portrait, là. Oui, ça a été bonifié dernièrement, là, il y a, je pense que c'est 18 mois à peu près, là, ça a été grandement bonifié, les subventions qui sont octroyées. Donc, ce qu'il faut qu'ils pensent, quand quelqu'un décide de se partir à titre de responsable en service de garde en milieu familial, c'est d'en mettre de côté pour payer tes impôts. Il faut que tu en payes un minimum. Là. Je veux dire, nous, on en paye sur notre paye. Ça, il faut que le réflexe qu'elles aient d'en mettre de côté. Je pense que d'être bien accompagné à ce niveau-là. On leur recommande dès le départ d'avoir un comptable, de se trouver un bon comptable puis qui connaît bien ce milieu-là. Là. Puis Revenu Québec, il offre, c'est gratuit, là, mais des séances d'information et d'information pour tout cet aspect comptable-là. Donc, pendant le 3 mois là, de formation, c'est un excellent moment pour aller s'inscrire à une des séances d'information de Revenu Québec. Comme ça, la personne, dès le départ, elle va bien enligner pour son budget, ses acomptes prévisionnels aux 3 mois. Mais même, je pense Revenu Canada, il y a quelqu'un qui communique avec nous pour offrir des séances de formation, mais je pense que c'est Revenu Canada. Okay. Les 2 paliers sont... oui. Donc, on part du bon pied quand on a toute l'information. Exactement. Maximiser ses déductions, parce qu'à l'inverse, quelqu'un qui ne sait pas les déductions auxquelles elle a accès, elle se prive de beaucoup d'économies d'impôts. Il ne faut pas se fier à ce qu'on entend autour de nous. Si on veut devenir, il faut aller s'informer. Surtout que les bureaux coordonnateurs, on est là pour ça. C'est pas parce que vous mettez le pied dans notre bureau qu'on vous agrippe. Là. Vous avez le droit de refuser, mais les gens peuvent venir se renseigner. On a des pochettes à leur remettre. Puis
Ils peuvent prendre le temps de réfléchir avec. Il faut impliquer la famille, on s'entend. Oui, ben oui, donc, tu fais pas ça. La journée que tu ouvres, tu l'annonces à tes enfants. Non. Donc, mais oui, on est là pour répondre à leurs questions avant, pendant le processus de reconnaissance et une fois qu'elle est reconnue aussi, on a du soutien. Et est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut s'improviser à RSGE? C'est quoi les critères de, il y a des entrevues. C'est sûr qu'à la base, là, il y a une vérification d'absence d'empêchement. Il faut avoir un cours de secouriste. Il y a des entrevues qui sont faites. Il faut avoir un minimum de potentiel de pouvoir créer des liens significatifs avec un enfant, de pouvoir communiquer, collaborer avec le bureau coordonnateur, communiquer avec les parents, appliquer un programme éducatif. Présentement, lorsqu'une responsable de service de garde est reconnue, elle a 1 an pour faire le 45 heures de formation qui est obligatoire. Avant, c'était pas comme ça. Non, avant, ils exigeaient qu'il soit fait avant la reconnaissance. Donc, ils ont assoupli les règles. Maintenant, elles ont 1 an pour faire la formation de 45 heures et elles ont 2 ans pour élaborer leur programme éducatif. Oh, OK. Donc, c'est certain que plus vite, c'est quand même ton outil de travail. Plus vite tu l'élabores, on s'entend que mieux ça va aller. Mais c'est les règles qui sont maintenant qui sont de base. Et c'est ça, il y a un processus d'entrevue avec les gens aussi de plus de 14 ans qui habitent la résidence. Il pourrait arriver que des fois, on refuse de reconnaître quelqu'un parce que, incapacité à créer des liens, on ne l'a pas senti en entrevue, quelqu'un qui serait trop rigide, qu'on ne voit pas, malgré que notre coaching, qui pourrait avoir un assouplissement puis une adaptation au programme. Parce que leur programme éducatif doit quand même refléter ce que le programme éducatif du ministère a mis en place. Fait que c'est ça. Il me semble que vous faites des visites des lieux. Oui, on fait une visite de la maison parce qu'il faut s'assurer qu'ils peuvent recevoir. La maison est assez grande. Et oui, il y a des éléments de conformité. Il y a la base de la grandeur, mais après ça, oui, il y a des éléments de conformité. Donc, avant de procéder à l'entrevue, on va visiter la résidence. On leur dit, ça, il faudrait qu'il y ait une barrière là. Ça, il faudrait que ce soit enlevé. Ça, il faudrait que ce soit modifié. Les animaux, comment ça fonctionne? Ils ont droit aux animaux. C'est un milieu familial. Donc, ils ont droit aux animaux. Fait que le parent doit être informés, évidemment. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le droit de fumer, pas le droit de consommer de l'alcool pendant les heures de service de garde. S'il y a une cour, on visite la cour aussi, puis on s'assure que tout est conforme. Avec l'avenue en 97, des centres de la petite enfance, puis des milieux subventionnés en milieu familial, est venu aussi des éléments de conformité. Nous, on va faire 3 visites surprises par année, puis elle n'a pas le choix de nous répondre, puis on arrive à tout moment. On peut arriver à l'ouverture, on peut arriver à la sieste, au dîner. Elle ne peut pas me dire, peux-tu repasser? Je te préfère mon dîner. Non, c'est là que la visite se passe. C'est comme en installation, hein? Quand le ministère débarque, on n'a pas le choix. Exactement. Donc, ça a changé. Avant, c'était pas obligatoire d'être un milieu subventionné. On pouvait à partir du premier, présent, il y a encore des milieux qui sont non subventionnés, qui ne sont pas associés à un milieu familial, à un bureau coordonnateur. À partir du 1er septembre 2026, tout service de garde en milieu familial doit être reconnu par un bureau coordonnateur, à moins de garder 2 enfants, je pense, de la même famille, de mémoire. Okay. Ça, c'est l'exception, là, mais sinon, ils vont tous devoir être reconnus par un bureau coordonnateur. Le pourquoi, présentement, le ministère, depuis le 1er septembre 2025, a augmenté sa subvention à 4 500 $ au lieu de 3 500 et ça jusqu'au 31 mars prochain. C'est pour inciter les services de garde privés qui ne sont pas reconnus par un bureau coordonnateur à s'affilier à un bureau coordonnateur le plus rapidement possible. Ce montant-là. Oui, et aux 4 500. S'ils sont dans le Haut-Chaulieu, ils ont droit en plus à une subvention supplémentaire. À partir du 1er avril, ça va diminuer à 2 000 $ jusqu'au 1er septembre. Donc, c'est rassurant pour le public, là, quelque part. Parce que je pense que c'est exemple des garderies privées qui faisaient pas bonne presse. Malheureusement, on parle beaucoup de ceux-là. Alors que les milieux familiaux qui font de l'excellent travail, mais là, le message, des fois, est dilué par les cas. C'est vrai, tout le monde est mis dans le même panier, on dit qu'il n'y a comme pas de distinction. Le fait qu'il y ait une ligne droite qui va être tranchée, puis il n'y aura plus possibilité d'être privé, je pense que tout le monde gagne. Là. Oui, puis il y a aussi, ce qu'on n'a pas parlé, c'est pour la responsable, il y a la possibilité de décider, elle est reconnue par un bureau coordonnateur, elle a les visites, elle a notre soutien, mais elle n'est pas obligée de prendre des places subventionnées à 9 $ et 65. Et 65 ou 35? Et 65. Elle n'est pas obligée. Elle peut être reconnue elle peut avoir des places non subventionnées.
Elle peut décider, elle, qu'elle est reconnue comme en septembre. Là. Tous les gens qui vont se retrouver devant le fait accompli, qui n'ont pas le choix de se joindre à nous. Puis il y en a présentement, nous, on en a 2 ou 3 qui font le choix d'être reconnues avec nous. Donc, elles bénéficient du soutien. Elles ont les visites de conformité. Ça rassure les parents aussi. Mais ils chargent, je ne sais pas combien. OK. Puis qu'est-ce qui fait la différence? C'est pourquoi? C'est leur choix. Il y en a qui font le calcul au niveau des revenus, puis que, je ne sais pas, ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts. Je ne sais pas, c'est vraiment leur choix d'analyse là, de faire le choix de charger 25, 30, 40, 50 $ par jour. Je ne sais pas combien ils chargent. C'est à leur discrétion. Mais il y a cette possibilité-là pour les bureaux coordonnateurs. Et depuis 2011, est arrivé les syndicats. Oui. Est-ce que c'est obligatoire que toutes les RSGE, milieu familial, soient syndiqués? Comment ça fonctionne, ce volet-là? Nous, ils ont décidé de se syndiquer avec le CSN. Oui, toutes les RSG qui sont avec nous sont syndiqués. Mais est-ce que tous les BC du Québec sont obligés de se syndiquer? Je ne crois pas. Ce n'est pas une obligation. Mais nous, c'est ça, une fois que le syndicat est là, elles sont tous... C'est certain que c'est particulier parce qu'on parle de travailleurs autonomes qui sont syndiqués. Oui. Donc, on ne parle pas d'une convention collective, mais on parle d'une entente collective. Il y a des mots spécifiques parce que ce ne sont pas des employés. On ne parle pas d'un grief, on parle d'une mésentente. Il y a un vocabulaire qui s'installe. Oui, parce qu'il faut garder la ligne droite que ce ne sont pas des employés du bureau coordonnateur. C'est certain que c'est particulier pour les bureaux coordonnateurs. Nous, on doit appliquer l'entente collective, mais s'il y a une mésentente, c'est pas moi qui la reçois. C'est le ministère qui reçoit la mésentente. Des fois, il m'appelle, des fois, il ne m'appelle pas pour avoir mon avis. Donc, parce que l'entente collective n'est pas négociée entre le bureau coordonnateur et les RSG, elle est négociée entre le ministère de la Famille et les RSG. Donc, ça, c'est une particularité particulière. As-tu l'impression des fois qu'il faut que tu marches sur des œufs? Il faut bien connaître l'entente collective. Je dois dire que nous, à Joie de vivre, on a une super entente, on a une super collaboration là, avec le syndicat en place actuellement. Fait que j'ai rien à dire. C'est vraiment une chance. Là. Donc, mais ça a été de l'adaptation au début, effectivement. Puis de faire comprendre à certaines responsables qui sont nouvelles que à chaque rétribution, on ne prend pas de DAS parce que c'est pas une paye qu'on leur fait, c'est une rétribution puisqu'elles sont bénéficiaires de subventions. Mais de leur dire qu'on prend un pourcentage pour le syndicat, il y en a qui ne comprenaient pas ça. Il y en a qui ont compris qu'au début, il y avait, mettons, 5 ou 10 $ à payer pour la carte de membre. OK, puis c'était ça pour... Oui, c'est ça, mais tu donnes pratiquement l'équivalent d'une semaine de salaire au bout de ton année. Fait qu'il faut qu'ils le comprennent rapidement. Wow, ouais. Mais le syndicat est aussi très... il les aide, là, il les accompagne dans plusieurs choses. Là, même dans le quotidien, pas juste à défendre leurs droits. Là, dans le quotidien, il les accompagne. Fait que celle qui se lance dans cette aventure-là, elle est bien accompagnée par son BC. Il y a le syndicat aussi qui est là comme pour les défendre puis pour les accompagner aussi à différents niveaux. Elle ne se lance pas dans le vide totalement. Dans le fond, quand elle choisit de... Pas du tout. Puis elle ne signe pas avec son sang. Là, non, c'est ça. Après 6 mois, 8 années, elle peut fermer. Si elle a bénéficié des bourses, il faut qu'elle rembourse au prorata Entrepreneur pour l'enfance et le ministère logique, aussi. Là, oui, c'est ça. Mais elle n'a pas signé avec son sang. Là. Elle peut se retirer. C'est comme une employée, elle peut se retirer en tout temps. Là. Oui, parce que j'imagine quelqu'un qui ne connaît pas ça, il essaye ça, puis il y en a qui ne font pas un an puis qui se disent hey, c'est pas pour moi. C'est une vocation, je pense, travailler en petite enfance. Puis il y a aussi être capable... quand c'est une maman qui part... il y en a une dernièrement, elle a fermé parce que elle dit, moi, je voulais, c'était comme mes enfants à moi, tu sais, fait qu'elle dit, je voulais trop aller loin, je voulais aller plus loin que certains parents. Fait qu'elle dit, j'ai dû me dire, non, tu outrepasses la limite puis t'es pas à la bonne place, là, tu sais. Elle dit, j'étais malheureuse de voir certains parents pour appliquer telle affaire, quel conseil que je leur donnais, puis elle dit, là, je prenais ça trop à cœur. Elle avait de la misère à faire le détachement. Oui, là. exactement. Oui, j'imagine que c'est plus difficile en milieu familial qu'en installation. Parce que quand tu finis ton travail en installation, c'est que tu fermes la porte et tu t'en vas chez vous. Mais là... souvent, ils travaillent 4 jours semaine en installation. Aussi, là, c'est la personne référence en tout temps. Là, il y a des heures d'ouverture. Hein? C'est quoi le nombre d'heures? Non, il n'y a pas d'heure d'ouverture. Quand le parent paye 9,65 $, il a droit à 10 heures de garde. Mais ça, nulle part, c'est écrit dans la loi qu'il faut qu'elle soit ouverte 10 heures.
Oh, OK. Elle peut être ouverte moins que ça. Okay. Nulle part, c'est écrit dans la loi. Longtemps, on a cru... C'est ce qui a été véhiculé, là. Même moi encore, je pensais que c'était ça. Oui, okay. Même au début, on pensait tous qu'elle devait être ouverte 10 heures. Fait que souvent, elle était ouverte de 7 à 17, là, ou de 7h30 à 17h30. Mais non, il n'y a rien qui les oblige à ouvrir 10 heures. Okay. C'est que le parent a droit à un maximum de 10 heures pour son 9,65. C'est-à-dire que ce soit en installation ou en milieu familial, il peut avoir un extra de chargé parce que le parent a dépassé le 10 heures. Exactement. Mais non, elles n'ont pas obligation d'ouvrir 10 heures. Puis ça aussi, j'en ai entendu par rapport au milieu familial, mais c'est que certaines RSGE ont des heures d'ouverture qui ne correspondent pas tant non plus avec les besoins réels de la clientèle. Est-ce qu'il y a de la sensibilisation, je pense, à faire à ce niveau-là? Oui, je crois que ça va être une sélection naturelle. Quand il va y avoir assez de place de créer, que dans un monde idéal, là, dans ma vision de licorne, chaque enfant à 0,5 ans aurait droit à une place en milieu familial, en service de garde, autant qu'un enfant a droit à une place à l'école. Quand il y aura assez de place de créer, mais je pense qu'il va y avoir une sélection naturelle, quand il va y avoir assez de place de créer, les parents vont dire, ben là, je vais arrêter de jouer avec que c'est ma mère, la grand-mère qui va chercher l'enfant, ben elle va se trouver une place ailleurs. Oui, on se sensibilise, mais c'est des travailleurs autonomes, on ne peut pas rien imposer. C'est certain que si une responsable nous appelle et qu'elle nous dit j'ai 4 places de combler sur 6, ça fait 2 mois que j'essaie de les combler. On va dire, as-tu pensé à réviser tes heures d'ouverture? Peut-être que ça peut être un irritant pour certains parents. Exactement. OK. Et en quoi le programme Entrepreneur pour l'enfance facilite concrètement la création de ces milieux-là? Je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure. Il y avait l'aspect financier de la subvention. Oui, je pense qu'on ne voulait pas que ce soit un frein. Donc, parce on a parlé de tous les frais d'ouverture, là, matériel, etc. Donc, c'est certain qu'en ayant le 2 bourses, donc la bourse du ministère de la Famille plus Entrepreneur pour l'enfance. Et vous êtes là depuis quand? Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. On a 2 ans de compléter au mois d'octobre. Oui, exact. Puis on avait, chaque année, nous avions 30 bourses. Puis les 2 années, les 30 ont été distribuées. Fait annuellement, ça se régénère comme une bourse. Oui, puis dans le fond... ça ne se régénère pas, c'est une fois. Tu as la bourse une seule fois. Mais on demande minimum 12 mois d'ouverture à compter de la date de reconnaissance. Là. Puis on a en 2 ans, on a regardé les chiffres dernièrement pour la réédition de compte. Puis c'est 350 places qui ont été créées en 2 ans. Wow. Donc, puis après, on a comparé les 2 années avant qu'il y ait une bourse versus pendant 2 années avec bourse pour voir ce qu'on a eu un impact réel. Puis on a augmenté de 53 %. Wow. Donc, ce qui est énorme. Puis aussi, au niveau de la rétention, on a fait une meilleure rétention depuis que la bourse est existante versus avant. Mais il faut faire attention. Oui, il y a eu la pandémie. Oui, c'est ça. Plusieurs centres ont fermé. Donc, c'est ça une variable qu'on aimerait pouvoir réévaluer. Par contre, pour cette rétention-là, on a, à chaque année, depuis les 2 années qu'on est Entrepreneur pour l'enfance, on organise un gala. C'est principalement les bureaux coordonnateurs. OK. Mais je crois que ça a Il y avait un aspect reconnaissance. Oui. C'est pas juste donner des sous pour reconnaître des nouveaux milieux et développer des places, mais on voulait qu'il y ait une reconnaissance des responsables de services de garde, de leur travail, de leur contribution dans le Haut-Richelieu. Donc, les 2 bureaux coordonnateurs... on travaille en étroite collaboration en tout temps et on a organisé un gros gala reconnaissance en octobre 2024. Et puis là, on veut une soirée reconnaissance qui va être sous une autre forme avec des bourses octroyées pour des projets pédagogiques au courant de la prochaine année. Mais oui, il y avait cet aspect-là qui était important de faire ressortir. Est-ce que ça a bien participé? Est-ce qu'il y avait, oui, on a eu une centaine. Je pense qu'on était 125? Plus que 100. Ouais, je pense qu'on était 125, incluant les dignitaires puis le personnel. Là. Mais ça a été un beau gala. Puis on a eu une belle collaboration des entreprises dans le Haut-Richelieu qui ont offert des prix de présence. Ça m'a impressionné parce que c'est essentiellement vos équipes là, qui se sont mis sur le téléphone pour aller chercher des commanditaires pour faire des prix de présence. Et on en avait des prix de présence. On en avait beaucoup. Je pense qu'on en a eu un sur moi. Oui, puis les filles étaient contentes, c'était chic. Oui. C'était les robes de gala, la robe longue. Il y avait une séance de photos professionnelles. Les entreprises ont été... Des fois, c'était pas grand-chose. Des neigeurs, XYZ.
un 50 $ de certificat cadeau pour tel restaurant. Oui, c'est toutes des petites choses. Puis, mais ce que tes collègues m'ont dit, au début, on n'était pas habitué de faire ce type d'appel-là. Oui, de solliciter. Mais finalement, c'était tellement facile, puis ça allait bien. On a fait beaucoup. Mais les employeurs, tant les grands que les petits, tout le monde était content. Hey, ça, c'est important. Oh, oui, il faut reconnaître ça. Fait que je pense que ça vient ajouter sur l'essence là, de ce et de la visibilité dans les journaux aussi. Oui, Fait que, oui, on travaille à... Quand on entend... C'est sûr que nous, dans notre jargon, là, on ne dit pas responsable de service de garde éducatif, on dit une RSG. Le vrai, mais ça devrait être RSGE, parce que c'est responsable de service de garde éducatif, mais depuis 1997, communément appelé, c'est une RSG. Mais je pense que les gens du milieu commencent à... pas du milieu, mais les gens de la communauté commencent à plus savoir quand on parle de ça. C'est pas une gardienne. Non, c'est ça. Non, on frappe tellement sur le mot entrepreneur. Oui. C'est hyper important. Puis même cette soirée-là. On l'a souligné. On l'a souligné, tu sais, c'était probablement, à cette date-là, ce soir-là, c'était probablement le plus grand rassemblement d'entrepreneurs. Parce qu'il y avait, à part moi ou peut-être une autre personne, que des femmes. Ben donc, c'était probablement cette soirée-là le plus grand rassemblement d'entrepreneurs en Montérégie, même au Québec. Là, c'est beaucoup, là, 125, mettons, 120 éducatrices en même temps. C'est impressionnant. Puis, si elles ne sont pas là, la société ne roule pas. C'est aussi simple que ça. C'est au-dessus de 90 000 places au Québec. L'économie arrête. Oui, exactement. Puis localement, quand je dis 350 places, c'est énorme. On élimine, si on n'avait pas ça, on ferait quoi, là? C'est beaucoup, là. L'impact est énorme, donc on est très choyés d'avoir l'appui de nos partenaires financiers. Donc, il y aura un prochain gala, j'imagine, vu la popularité. Au printemps. Mais il ne sera pas sous forme de gala, ça va être une autre forme, là, mais il va y avoir une soirée reconnaissance, effectivement. Bon, je souhaite qu'il y ait plus de RSGE. Merci. Merci. Puis qu'est-ce qui a le plus changé là, au fil du temps pour les RSGE? Qu'est-ce que tu observes, toi, Marie-Josée? C'est sûr que pour la responsable de service de garde, comparativement à avant, au niveau de la paperasse, il y en a un peu plus. Il faut être structuré, il faut savoir administrer ou il faut savoir gérer. OK, je fais ce que j'ai à faire à chaque jour, fait que c'est moins lourd quand vient le temps de faire la réclamation de la subvention. J'imagine que ça peut être décourageant si tu le fais une fois de temps en temps. Puis la gestion des contrats, je veux dire, au fil du temps, ils l'apprennent, là, mais c'est sûr que nous, des fois, on retourne. Non, ça, c'est pas correct parce que nous, il faut que les contrats répondent au règlement sur la contribution réduite. Donc, pour certaines, ça peut être lassant. Il te manque une signature, là, il te manque une date, là, tu peux pas faire ça. Mais au fait tout passe entre vos mains, dans le fond. Les ententes de service, fiches d'inscription. Oui. Tout. Puis nous, puisqu'on est subventionné par le ministère, c'est beaucoup de millions de dollars qu'on reçoit, on est vérifié. C'est sûr qu'on est audité. Donc, quand Raymond Chabot vient chez moi, il me fait me sortir une trentaine de dossiers. Puis si j'ai 2 erreurs, il m'en fait ressortir 60. Puis c'est exponentiel là, quand il me demande des dossiers. Il faut s'assurer que tout est conforme. C'est des deniers publics quand même. Exactement. Puis quand on parle de deniers publics, des fois, on va voir sur les fiches, nous on appelle ça des fiches d'assiduité, là, un enfant est absent. Puis là, on lui dit, est-ce que le parent, il payerait, si tu chargeais 50 $, là, est-ce que le parent, il payerait 50 $ à tous les jours parce que ça fait 1 mois et demi que son enfant est absent? Il y a des deniers publics là, qui sont en jeu. Toi, le parent, ça coûte 9,65 $. Mais nous, le gouvernement, c'est pas nous, mais le gouvernement, nous, on est juste le passeur, mais il donne plusieurs dizaines de dollars par jour pour cet enfant-là. Donc, si ça sortait de la poche du parent, il serait sensibilisé. Ça coûte 250 $ par semaine, 1 000 $ par mois, mais son enfant est absent à outrance parce qu'il faut que l'entente reflète les besoins du parent. Exactement. Donc, il ne faut pas avoir d'entente qui commence en février, parce que le parent retourne travailler en juin. Il faut que ça reflète le besoin du parent. Mais en quelque part, j'approuve pas ça du tout, là. Je comprends l'inquiétude du parent, puisque présentement, on est dans un système que
toutes les places. Il faut que tu accouches au bon moment. Là. Oui, faut c'est que ça. là, tu planifies là, ton calendrier. Tu planifies que tu retournes travailler au mois d'août parce que tu as une place à fin août, début septembre. C'est quoi, un mois là, pour accoucher, là, on va se dire? Là. Tu sais, il faudrait que tu accouches en août, puis que tu as un an, mettons, de maternité. Là, fait que, fais ça à l'Action de grâce au mois de novembre, puis t'es correct. Tu vas accoucher dans ce coin-là ou en décembre. Mais fait que le parent qui retourne travailler au mois de mai, c'est sûr que s'il y a une place qui se libère au mois de janvier, il est tenté de la prendre. Oui. Puis là, en tant que parent, je me mets à titre d'un parent d'un petit poupon, t'emmènes un poupon qui a 4, 5, 6 mois en service de garde parce que tu n'as pas le choix de l'emmener, parce qu'on parle de deniers publics, mais tu travailles pas, puis c'est parce que tu veux une place. Tu veux être capable de dire à ton employeur le 15 mai, oui, je vais retourner travailler. Fait que comment ça pourrait être amélioré? Ça sera un autre podcast qu'on fera. Là, je suis pas rendue là. Je sais pas, ça serait quoi la recette secrète, mais c'est ça. Je revenais à l'administration. Il faut que l'entente de service reflète le besoin des parents. OK. Puis, ça serait quoi les qualités ou les forces principales pour être une RSGE? Bien, je pense que faut pas juste me dire j'aime les enfants. Le classique. Oui, ça passe pas. Il faut vraiment être capable de créer des liens avec un enfant, de comprendre c'est quoi son besoin. Puis en plus, pour être RSGE, il faut créer des liens avec le parent. Le parent qui arrive chez toi en pleurant le matin parce que soit qu'il vient de son conjoint ou sa conjointe a dit que c'était fini la veille puis qu'elle pleure. Il faut que tu sois capable de créer des liens autant avec les enfants qu'avec les familles. Il faut que tu sois aussi capable de... On dit l'empathie, c'est être capable de comprendre l'autre. La sympathie, c'est d'entrer. Il ne faut pas que tu sois sympathique à tout parce que tu vas te faire gruger... non, ça, là, tu ne passeras pas au travers. Il faut avoir des forces en pédagogie. Il faut avoir des forces en administration. Il faut qu'il être capable de comprendre le guide alimentaire canadien puis comprendre c'est quoi des saines habitudes de vie. Il faut comprendre la conformité aussi. Il faut être ouvert à ça que nous, on s'en vient faire une visite de conformité. Tu nous ouvres toutes tes pièces. Il faut qu'on vérifie tout. Tu ouvres tes papiers, je veux voir tes ententes de service. Ça peut être confrontant. Hein? Oui, pour certaines personnes, ça peut être envahissant dans leur intimité. Donc, il faut être ouvert à ça. Faut être capable de se faire un programme pédagogique, puis de le mettre à la disposition des parents, puis de l'appliquer. Donc, en plus c'est ça, d'avoir des aptitudes à communiquer, pas juste créer des liens, mais à communiquer. Puis à désinfecter, parce que quand un enfant se blesse, il faut le soigner. À avoir de la créativité pour répondre aux besoins des enfants. Des fois, quand que... Ce que tu as prévu une journée, ça ne fonctionnera pas. Fait que tu sois capable de te revirer. Oui, c'est pas parce que tu dis cette fois, fais pas ça. S'il continue à le faire, trouve une autre manière. Exactement. Fait que la capacité d'adaptation, je pense que ça devient... une force. Une force. Oui. Il faut aimer aller jouer dehors. Il faut être 1 heure dehors par jour minimum. C'est vrai. Et j'ai le goût d'ajouter un petit truc aussi par rapport à des entrepreneurs. Souvent, puis ça, peut-être en début de carrière, tu as un entrepreneur qui va dire « Ah, je vais être entrepreneur, je vais être mon propre boss. » Oui. Ça, c'est pire parce que c'est ce que tu n'as pas compris. Il y a tellement de lois et règlements qu'il faut qu'on... Et pas juste ça, c'est que là, t'as plus de boss hiérarchique, tu vas me dire, mais tu as 6 parents à gérer, c'est eux tes boss. Oui, exactement. Façon de parler, là. Oui, mais c'est... Mais on voit ça dans tout, là. Si c'était entrepreneur, peintre, j'ai plus de boss. Non, mais tes boss, c'est tes clients. C'est ça. C'est la même chose. Donc, c'est sûr que des fois, la blague, je pense que ça doit être pire gérer les parents que les enfants. Tous les parents, ils ont des attentes différentes, là. Oui. Trop d'attentes. Donc, c'est de bien naviguer là-dedans, mais même si on a nommé beaucoup de qualités nécessaires, les responsables qu'on entend qui font ça, ils ont du plaisir, puis ils aiment ce qu'ils font. Ah oui, la majorité, c'est des milieux extraordinaires, là, puis c'est extraordinaire ce qu'ils mettent en place. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le domaine? La petite phrase clé qu'il pourrait faire. Bien, on est là. On est là pour toi. Je pense que c'est ça le rôle d'un bureau coordonnateur, c'est d'être là pour les responsables de services de garde. On est là aussi pour les parents s'ils ont des questions, mais on est là pour l'accompagner, l'outiller, l'informer, la conseiller. On est là pour toi. Super. Donc, à retenir. Oui.
Ben merci pour ces belles réponses à ce questionnaire. On va passer à un petit volet plus ludique, un petit questionnaire vrai ou faux. OK. Donc, je me lance. Le milieu familial favorise un lien d'attachement sécurisant grâce à la stabilité et à la proximité avec l'éducatrice. Vrai ou faux? Oui, vrai. Oui. Super. Le milieu familial permet une approche plus individualisée selon le rythme et les besoins de chaque enfant. Oui. Les services de garde en milieu familial sont surtout une solution de dépannage pour les parents. Ça, Non, c'est vrai, on ne prend pas de place en milieu familial en dépit. On ne fait pas ça. C'est ça. Parce qu'on y croit. Oui, hein? Oui. Puis il y a plusieurs parents qui... Moi, j'ai eu des présidents de conseil d'administration, des présidentes, les deux, qui ne juraient que par le milieu familial. C'était dans leurs valeurs, dans leurs convictions. Ils ne voulaient pas que leur enfant aille en installation. Souvent, on peut croire que les parents... Oui, on est tributaire des heures d'ouverture, des journées de fermeture, des vacances, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même des beaux milieux. Puis c'est une minorité de responsables de services de garde qui prennent énormément de vacances. Oui, c'est ça. Un mois d'été, je c'est pense, ça, exactement. Puis pour avoir vécu les deux, avec mes propres enfants, le CPE versus le milieu familial, j'ai autant aimé les deux. Je ne dirais pas un est mieux que l'autre, mais c'est complètement différent. Mais côté peut-être plus direct, plus rapproché avec avec l'éducatrice, c'est sûr, milieu familial, des fois, c'est l'avantage, c'est un plus petit groupe. Exactement. Puis c'est tout le temps elle qui est là. En installation, les filles travaillent 4 jours, il y a une fille à l'ouverture, une fille à la fermeture, il y a une 5e journée. On voit beaucoup de personnel éducateur en installation. En milieu familial. Des fois, le message, oui, il y a des beaux outils maintenant, l'agenda, etc., mais quand même, des fois, le petit message, est-ce qu'il se rend vraiment... Des deux côtés, là, je parle pas le message parent, mais des fois, c'est le message de l'éducatrice, le fait qu'on change de personnel. Oui. Donc, c'est deux approches tout aussi bonnes. Il y a des responsables de services de garde qui ont la larme à l'œil, quand l'enfant part après 4 ans, quand ça fait 4 ans, tu l'as eu un bébé, là. Oui, puis tu as changé la couche, puis là, il s'en va à l'école. C'est un deuil. C'est un deuil, mais c'est une belle réussite aussi de dire, hey, il est prêt à aller à l'école, là. J'ai contribué à ça, tu sais. Et plus d'une fois, c'est arrivé qu'on a des responsables de services de garde en milieu familial qui sont partis à la retraite, puis qui ont étiré leur retraite pour amener tous leurs enfants à l'école. Là, j'en ai juste 2. J'en avais 6, je suis rendue à 2, mais eux autres, ils partent à l'école. Là, septembre prochain, là, c'est ma dernière année. Là, Fait qu'ils réduisent. À chaque fois qu'il y en a un qui part à l'école, ils ne le remplacent pas, mais ils ont à cœur de tous les emmener à l'école. C'est beau d'entendre ça. Les enfants qui fréquentent les services en milieu familial reçoils moins de stimulation que les enfants en CPE. Ben non. Ça, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Non, c'est faux. C'est faux. Ben non, ils ont un programme éducatif appliqué. Ils sont sensibilisés. C'est des gens qui ont à cœur le développement de l'enfant. Puis quelqu'un qui n'a pas à cœur, elle ne fera pas 5 ans, 10 ans, 20 ans là-dedans. Non, là, elle va passer à go et elle va réclamer 200. Là. Encore là, je pense que c'est peut-être la minorité des mauvais exemples qui ont terni, là, mais le milieu familial qui met des films, puis elle sort des petits puddings au chocolat, puis elle s'en va. Là. Ça va se faire une teinture. Oui, c'est ça. Oui, ben pourquoi pas. Mais c'est plus d'actualité du tout, mais c'est resté ancré que certains endroits, c'est ce type de... Puis on peut le voir ici quand on rentre dans le BC Joie de vivre, la multitude de matériel éducatif qu'il y a. Fait que la RGE, elle a accès à ça. Donc, oui, on avait une hier soir, justement. C'est ça. C'est bien. Ils viennent emprunter le matériel qui répond aux besoins des enfants. Puis entre elles, c'est vrai, on a... Ah oui, ça, on parlait du gala tout à l'heure, mais ce qui m'avait frappé aussi, c'est qu'il y en a plusieurs que, je ne vais pas dire qu'ils souffrent d'isolement, mais professionnellement, des fois, c'est le fun de pouvoir ventiler avec tes collègues de travail, mais quand tu es entrepreneur, ben, tu subis plus de solitude professionnelle. C'est même pour tous les entrepreneurs. Donc, on a vu des gens qui ont créé des liens cette soirée-là, qui s'appellent Entre elles. Puis il y avait aussi des gens, je me souviens, qui étaient près de la retraite. Oui. Il y avait un petit groupe. Puis ils disaient, eux, c'est rendu d'habitude, ils prennent leur... ils sont dans le même quartier, c'est aidant. Mais ils prennent leur... il y a souvent des regroupements. Effectivement. C'est les jeux extérieurs. Bon, à telle heure, notre routine.
mon adresse et son adresse, on se rejoint à ce parc-là. Fait que c'est le fun de voir ça, puis pour qu'elles puissent ventiler entre elles aussi. Ou ventiler, ça a l'air... mais ça, non, oui. Échanger. Puis les enfants se côtoient aussi, fait que ça permet plein de belles... Parce que le bureau coordonnateur est là pour te supporter, t'accompagner, mais tu sais, des fois, c'est moins évident. Je demandais à Manon avant, tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu as une situation, tel parent, tu sais, avant d'appeler le bureau coordonnateur, je me sens plus à l'aise des fois de parler à une collègue. Là, puis souvent, entre elles, ils ont déjà plein de réponses. Ils n'ont même pas besoin de se rendre au BC des fois, juste en jasant entre elles. Nous, ce qui est particulier, c'est que Saint-Luc-l'Acadie, le bureau coordonnateur, le Petit Monde de Calimero, c'est plus des quartiers résidentiels. Saint-Jean, Iberville. Mais nous, là, quand tu es rendu Noyant, Clarenceville, elle est souvent seule dans la ville. C'est la responsable de service de garde. Elle est vraiment isolée. Là. Est-ce qu'elle appelle plus? C'est une bonne, j'ai pas cette statistique-là, mais je sais que nous, on les appelle pour savoir comment elles vont. OK. On prend de leurs nouvelles. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'appel d'eux, on prend de leurs nouvelles. Oui, c'est ça, dans les petits villages plus éloignés. Déjà, les résidences sont plus éloignées l'une de l'autre. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas y aller à pied. Oui. Bien, avec notre discussion, on peut voir l'importance des milieux familiaux. Je pense que c'est appelé à grandir. En tout cas, on le souhaite vraiment. Puis on voit que Entrepreneurs pour l'enfance, ça fait une différence. Donc, on souhaite que ça continue. Oui, on a fait parler de nous. Il y a trois autres municipalités. Oui, qui se sont inspirées de notre initiative. Il y en a une autre qui avait déjà un petit programme de fonds, mais qui n'était pas publicisé. Donc, avec Montrige économique. OK. On est en train de modifier le site Internet. Je dis notre site parce que c'est vraiment notre création. C'est pas nous qui le fait, c'est créatif, mais avec nos idées. Donc, le site va être mutualisé avec d'autres MRC. Donc, nous, ça a été fait avec des fonds publics. Donc, évidemment, ça coûte rien à d'autres MRC qui veulent se joindre à... C'est pourquoi chacun avoir son logo, son nom. Donc, on sait aussi bien partager l'outil parce que ça redirige quand même vers le bureau coordonnateur de son secteur. Oui. Donc, il y a d'autres MRC en discussion présentement qui trouvent l'idée super. En plus, on a des chiffres à l'appui. C'est que ça fait une différence là, dans nos milieux. Donc, même le ministère de la Famille, on a été cité comme une initiative. Super. Ben écoutez, merci énormément de votre présence. Merci Manon. Merci de l'invitation. Très intéressant, très inspirant aussi. Donc, j'espère que ça va faire sonner les téléphones pour de la reconnaissance de milieu familial. On est prêt. J'ai des bourses, de la place. Bon, ben génial. Donc, on vous rappelle que le podcast est réalisé par Entrepreneurs pour l'enfance. Vous êtes donc invité à visiter le site www.entrepreneurenfance.ca et d'en apprendre plus sur le programme, de vous inscrire à l'infolettre. Et pour partager l'épisode, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. À très bientôt pour le nouvel épisode d'Entrepreneurs pour l'enfance.